Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais que normalement ce challenge est censé se terminer le 30 novembre, il me semble. Et là normalement quand cette vidéo va être en ligne, il sera mi-novembre. Donc je pense que vous l'avez compris, j'ai réussi le challenge. Donc après, c'est vrai que j'avais pas prévu énormément de livres comme certaines personnes. J'en avais prévu uniquement 6. Mais bon, j'étais même pas sûre de réussir à lire les 6, étant donné qu'en ce moment, avec le confinement, etc., il y a eu beaucoup d'organisation à mon travail, beaucoup de travail également, et donc je m'étais dit, bah peut-être que j'aurais pas le temps de lire même 6 livres. Et du coup, c'est chose faite, j'ai réussi. Donc je suis contente de moi. Je pensais pas lire autant. Et vu que le mois de novembre n'est pas fini, ça veut dire que j'aurais lu plus de 6 livres en 3 mois. Donc ce qui est plutôt pas mal. Pour certaines personnes, 6 livres en 3 mois, c'est vraiment peu. Pour moi, vu mon rythme de lecture de la fin d'été, c'est plutôt pas mal. Après, là, c'est vrai que avec la période automnale, j'ai tendance à beaucoup plus lire qu'en été. Donc là, je repars sur un bon rythme de lecture, donc c'est super bien. Et donc voilà, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter, enfin pour vous parler des livres que j'ai lus durant ce challenge. Et donc, je vois la pile à côté de moi. J'ai eu que de bonnes lectures. Ouais, je crois pas qu'il y ait un livre qui m'ait déplu. Juste une toute petite déception, mais bon, c'est pas grand chose. Donc je vous propose de tout de suite commencer cette vidéo. Alors, ma première lecture, c'était L'île des oubliés de Victoria Hislop chez Le Livre de Poche. Donc c'est un petit pavé, enfin j'ai des plus gros pavés que ça, mais c'est déjà pas mal. Il fait 520 pages, donc c'est déjà pas mal. Alors ça a été une très bonne lecture, c'était un peu long à lire, un peu longuet par moment, étant donné qu'on est sur un récit qui nous raconte la vie d'Alexis, ses origines, une jeune anglaise diplômée d'archéologie qui a choisi de se rendre à Plaka, donc en Crète, pour découvrir ses origines. Parce que c'est vrai que sa mère lui parle pas souvent de ses origines et elle trouve ça un peu louche. Et du coup, elle décide de se rendre sur place pour mener sa propre enquête. Et du coup, c'est un livre un peu difficile à lire, entre guillemets, étant donné qu'en fait, c'est un roman un peu d'histoire familiale, mais avec beaucoup d'histoire de la Crète. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations à digérer, etc. Et du coup, c'était ça qui rend la lecture un peu compliquée. Mais bon après, quand je dis compliqué, j'exagère un peu parce que c'est pas non plus inaccessible. Mais voilà. Et j'ai trouvé ce livre très intéressant, étant donné qu'on en découvre beaucoup sur l'île de Spinalonga. Donc c'est une petite île au bord de la Crète qui accueillait à l'époque, donc en 1903. Donc de 1903 à 1957, c'est une île qui accueillait les lépreux, une colonie de lépreux. Et donc en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'avais jamais rien lu à ce sujet. Je connais très peu d'histoires à ce sujet et du coup c'était vraiment pas mal de découvrir ça. Surtout que j'ai lu ce livre à la fin de l'été, donc en septembre. Du coup, bon, je peux pas dire que ça a vraiment prolongé mes vacances parce qu'on parle quand même beaucoup de la lèpre dans ce livre, donc c'est pas non plus très gai. Mais l'autrice a bien réussi à nous plonger dans les paysages de la Grèce, dans l'ambiance, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. On est vraiment bien immergé dans la Crète, dans l'histoire de la Crète. On s'y croirait presque. Les descriptions sont vraiment très bien faites. Et l'histoire qui tourne autour de la lèpre, etc., c'est vraiment très bien expliqué. Il y a également beaucoup de beaux messages dans ce livre, comme par exemple le fait que la vie est plus forte que tout, et donc qu'il faut toujours garder espoir, même dans certaines situations où on pense qu'il n'y a plus aucun espoir. Et ben, parfois ça vaut le coup de garder espoir, étant donné qu'il y a des bonnes surprises parfois.
Et j'ai trouvé que c'était un roman aussi très émouvant, très dur, parce qu'en fait on apprend qu'en fait la lèpre, à cette époque-là, on savait très peu de choses à propos de cette maladie. Tout le monde pensait que c'était ultra contagieux, enfin voilà, les lépreux étaient vraiment rejetés de la société. Ça a été très bien démontré à travers ce livre, parce qu'on les envoyait carrément sur une île et ils étaient exclus de tout le monde, exclus de la société. Et sauf qu'en fait, avec l'avancée de la médecine, ils se sont rendus compte que la lèpre, certes, était contagieuse à un certain stade, mais qu'il y a excusez-moi, certaines formes de lèpre qui n'étaient pas contagieuses. Et ça, à l'époque, on ne le savait pas. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont vues exclure, même de leur propre famille, de peur, en fait, de contracter la maladie, alors qu'en fait, ils risquaient pas grand-chose, pour certains. Donc, c'était vraiment très triste. Voilà, les gens étaient vraiment parano à cette époque, c'était une nouvelle maladie, donc du coup, qui dit nouvelle maladie dit qu'on ne connaît rien là-dessus, et du coup beaucoup de personnes ont même été envoyées sur l'île alors qu'ils n'avaient pas la lèpre, mais des maladies dermatologiques, donc comme par exemple le psoriasis. Enfin voilà, maintenant c'est des maladies communes, très connues, mais à l'époque on confondait un peu tout. Vous pouviez avoir de l'herpès, du psoriasis, hop, on vous considérait comme lépreux et du coup vous étiez envoyé sur cette île. Donc c'est vraiment horrible en fait, parce qu'il y a des gens qui étaient même pas malades, qui étaient envoyés sur l'île par erreur, et qui mouraient, et qui revoyaient pas les membres de leur famille avant de mourir. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment dramatique. C'est vraiment, voilà, et en fait ils se sont rendus compte, donc après ils ont trouvé un traitement pour la lèpre, pour battre la lèpre, et donc la colonie qui était sur l'île de Spinalonga a pu retourner dans leur famille, par exemple en Crète ou à Athènes. Sauf que même en ayant reçu pas l'antidote, mais je trouve plus le mot. En ayant reçu, enfin bref, on va dire l'antidote. Même en ayant reçu cet antidote, certains membres de leur famille ne les acceptaient pas, ne voulaient pas qu'ils reviennent à leur domicile, parce qu'ils avaient toujours cette peur au fond d'eux, que ce soit contagieux et de développer eux-mêmes la maladie. Donc voilà, donc vraiment très triste période de l'histoire. En plus, entre 1903 et 1957, il y a également eu les guerres. Donc les personnes sur l'île de Spinalonga n'ont vraiment pas été épargnées. Mais ce que j'ai trouvé beau dans ce livre, c'est que en fait, même exclus de la société, ils ont réussi à créer eux-mêmes leur petite société au sein de l'île de Spinalonga. Et du coup, c'est là qu'on voit que l'humain a toujours cette envie de vivre qui est plus forte que tout. Parce que même en étant exclus, en étant sur une île où ils avaient rien, ils étaient vraiment dans des conditions de vie au départ, au tout début de la construction de l'île. Ils étaient vraiment, ils avaient rien, l'État ne les aidait pas, ils n'avaient pas d'aide de l'État, ils étaient enfin, vraiment rejetés de tout. On les considérait vraiment comme des moins que rien, tout ça parce qu'ils étaient malades. Et en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est que même dans ces situations, l'humain est plus fort que ça et ils ont réussi ensemble à bâtir une société, à bâtir leur petite île, à construire des cafés sur l'île, des cinémas, etc. Enfin vraiment pour continuer à vivre en fait. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment vraiment très beau. Donc en fait ce livre est vraiment vraiment véhicule de beaux messages. Et si vous êtes intéressé par l'histoire de la Grèce, par la lèpre, si vous avez envie de découvrir cette maladie, ce que c'est vraiment, etc. Et ben, je trouve que ce livre est vraiment très bien, bien écrit. Et voilà, même s'il fait plus de 500 pages, on s'ennuie pas malgré les quelques longueurs des fois. Mais j'ai trouvé que c'était essentiel pour ce genre de livre, c'est essentiel qu'il y ait beaucoup de descriptions pour qu'on comprenne bien justement ce qu'il en est. Donc voilà, bonne lecture. Alors ensuite, ma deuxième lecture, ça a été King Kong Theory de Virginie Despentes, chez le livre de poche toujours. Alors ce livre-là, pour le coup, on est vraiment sur un petit livre qui faisait 140 pages environ. Donc c'est un essai. Donc en fait, c'est Virginie Despentes qui écrit un essai sur le féminisme, sur ce qu'elle pense de la place des femmes dans la société. Elle nous explique aussi son chemin de vie, pourquoi elle s'est prostituée, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qui a fait
que maintenant elle en est là où elle est. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir un avis d'une femme voilà, qui s'est prostituée, etc. Parce qu'en fait, on... Enfin, on a des... Vraiment... Enfin, la prostitution, c'est très mal vu. Et en fait, cet auteur-là, dans son livre, nous explique quels sont les bons côtés de la prostitution. Alors après ça, c'est chacun a son avis personnel là-dessus. Euh, c'est vrai que, bon, j'ai du mal à voir quels sont les bons côtés, mais en lisant ce livre, en fait, on prend un peu de recul et on se dit, bah en fait, à cette femme-là, en tout cas, ça lui a apporté quelque chose. Bon, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, il faudrait que vous lisiez le livre pour comprendre, mais voilà. Et en fait, c'est vraiment un point de vue. Alors après, Virginie Despentes, elle est vraiment très trash par moment dans l'essai. Honnêtement, à beaucoup de passages, je lisais, je me disais, non mais là par contre, elle abuse un peu quoi. Et en fait, elle nous explique dans ce livre, elle a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de choses qu'elle dit qui sont vraies, je trouve. C'est qu'elle dit que bah, les femmes, c'est vrai que dans la société, on est encore très loin d'être égales aux hommes. Donc c'est vrai que les femmes prennent assez cher dans la société actuelle, même encore maintenant. Mais elle dit également que les hommes, eux aussi, par certains aspects, sont, enfin, ont un peu une pression sur leur dos du fait de la société. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans son essai, c'est qu'en fait, certes, elle est féministe, elle défend les femmes, elle trouve ça inadmissible qu'une femme soit inférieure à l'homme, et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, que, enfin, pour ma part, je trouve ça inadmissible qu'en 2020, on en soit encore là. Alors certes, ça a beaucoup évolué, étant donné que, heureusement, on a de plus en plus de droits en tant que femme, etc. Mais, par exemple, pour moi, en 2020, c'est encore inadmissible qu'une femme, pour le même poste qu'un homme, gagne un salaire inférieur. Voilà, enfin, tout, vraiment énormément de choses comme ça. Pour moi, c'est également inadmissible qu'une femme ne soit pas tranquille quand elle sort le soir, ou même la journée. Mais je sais pas, en fait, les femmes, on est tout le temps obligées de se méfier, en fait. Par exemple, je vais sortir dans la rue le soir, je vais sortir d'un bar avec des amis, j'ai 2 mètres à faire pour regagner ma voiture. Dans ma tête, je vais me faire des films, je vais me dire, ah mais imaginons, il y a quelqu'un qui arrive par là, qu'est-ce que j'ai dans mon sac pour me défendre, gna gna gna. Alors qu'un homme ne pense pas de cette façon. Un homme sort du bar et il rentre à sa voiture et c'est tout. Que nous, on est tout le temps en train de se méfier. Et ça, pour moi, c'est pas normal et il faut que ça change. Enfin bref, petit aparté. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'elle montre bah, que les femmes, on n'a vraiment pas de chance dans notre société, mais qu'il y a aussi certains hommes qui ressentent une certaine pression pour certains aspects de leur vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi de le dire, parce que c'est vrai qu'on est souvent... voilà, on parle de féminisme, etc. Mais les hommes, eux aussi, ont certaines choses, ont certaines pressions. Beaucoup moins que les femmes, je pense, mais ils en ont quand même, et je pense que c'est bien de le rappeler. Donc c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'elle arrive quand même bien à modérer le propos, même si parfois, paradoxalement, elle est vraiment très trash, assez violente même. Mais bon, je pense qu'on a besoin de femmes comme ça pour faire avancer aussi les choses. Et je pense qu'elle dit beaucoup de choses dans ce livre que beaucoup de femmes pensent tout bas. Donc voilà, ça fait du bien qu'il y ait des livres comme ça qui sortent de temps en temps pour rappeler ben, que les femmes, on a le droit de vivre comme un homme. Et voilà, c'était vraiment pas mal. Et ça changeait de mes lectures habituelles. Donc voilà. Ensuite, ma troisième lecture, c'était Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, chez le livre de poche toujours. Et donc là, c'est cette petite déception dont je vous parlais. Alors après, déception est un grand mot parce que j'ai adoré ce livre tout de même. J'ai tout de même bien aimé cette enquête. Mais pour un Agatha Christie, j'ai trouvé qu'il était en dessous des autres que j'ai déjà lus d'elle. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé qu'en fait, dans ce livre, l'enquête, elle je sais pas, c'était un peu, ça faisait du surplace. Je sais pas, on tournait autour du pot, en fait, pour rien. Enfin, j'ai trouvé il y a des passages dans ce livre qui étaient un peu inutiles. Et j'ai trouvé qu'il y a des choses qui tenaient pas debout.
au niveau de l'enquête. Euh, Enfin voilà, après ça reste du Agatha Christie, ça reste très divertissant, très bien à lire, mais j'ai trouvé cette enquête inférieure niveau qualité aux autres que j'ai pu lire. Donc là en fait dans ce livre on a un cadavre comme l'indique le titre dans la bibliothèque de chez un monsieur assez riche, sauf que ce monsieur ne connaît absolument pas la femme qui est retrouvée morte dans sa bibliothèque. Donc c'est Miss Marple qui va se charger de l'enquête en plus des policiers mis sur l'affaire. Et du coup voilà, on va suivre cette petite enquête. Bon, c'était bien, c'était sympa, mais honnêtement l'enquête était... ouais voilà, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui servaient à rien. Enfin, et là j'ai été beaucoup moins surprise par l'identité du meurtrier. Voilà, comme je le dis d'habitude dans mes autres vidéos, d'habitude, quand je lis un Agatha Christie, il y a toujours des fausses pistes. À chaque fois, je me dis, ah, mais c'est sûr, c'est lui qui a tué. Et en fait, non, je me dis, mais non, en fait, c'est pas lui, c'est lui. Dans ce livre-là, j'ai pas ressenti ça. Dans ce livre-là, je savais pas qui c'était, le tueur. Et après, à un moment dans le livre, je me suis dit, ah, bah, ça doit être lui. Et en fait, c'était lui. Donc vraiment pas beaucoup de surprises. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choquée, vraiment au niveau de l'enquête. Enfin, c'est quelque chose qui est même pas envisageable en réalité. Et je sais pas si je peux vous le dire parce que ça risque de spoiler un peu. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est irréaliste au possible. Alors je sais que ça reste un livre de fiction bien évidemment, mais quand même, enfin, quand on lit une enquête policière, on a envie d'avoir une enquête crédible, voilà, de vraiment que ce soit quand même réaliste. Et là je dis pas que c'est pas réaliste, mais il y a un élément qu'on apprend dans les toutes dernières pages concernant l'enquête, que là j'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, enfin genre toute l'enquête tient là-dessus, sur ce détail, et là, Agatha Christie, elle s'est dit, ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Tout le monde va n'y voir que du feu. Et en fait, enfin, c'est juste pour moi, c'est. Enfin, je vais vous en dire un petit peu plus. En fait, ça concerne le cadavre qui n'a pas été identifié au départ. Sauf que je sais pas vous, mais moi, pour moi, la police, quand ils trouvent un cadavre, première chose qu'ils essaient de faire, c'est d'identifier à qui est le corps. Et là, et bah pas du tout. Enfin, en fait, on apprend à la fin un détail sur le cadavre qui aurait dû, pour moi, être connu dès le départ. Donc ça m'a choqué et j'ai trouvé que c'est vraiment, ça décrédibilisait toute l'enquête en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été une petite déception, parce que je l'ai trouvé largement en dessous des autres. Et voilà, mais bon après ça reste quand même très bien, hein. Je veux pas vous dire que c'était nul, que j'ai pas aimé du tout, non non non, ça a été quand même très plaisant à lire. Voilà, l'enquête elle est quand même intéressante étant donné que y a des personnages qui sont très intéressants d'un point de vue psychologique, le cadre de l'enquête est très bien, voilà on est dans un manoir avec une grande bibliothèque, etc. Et donc c'était vraiment quand même intéressant, mais vraiment l'enquête moi à la fin quand j'ai su le poteau rose. Bah alors là, vraiment, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais. What? Donc voilà. Mais ça reste quand même du bon Agatha Christie, mais c'est loin d'être mon préféré. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Ex de Thomas Hold Evelt. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Toujours chez Le Livre de Poche. Et là, pareil, c'était un petit pavé qui faisait 550 pages. Donc voilà. Alors par contre, celui-là, il s'est lu super vite. Je l'ai lu vraiment en pas longtemps. Et voilà, c'était vraiment... J'ai décidé de le lire vers Halloween. Enfin, j'ai commencé un peu avant, du coup, et je l'ai fini avant Halloween. Mais voilà, je voulais absolument le lire à la période d'Halloween. Parce que déjà, rien que la couverture, on sait tout de suite qu'on va être dans une ambiance glauque, sombre, etc. Avec la forêt, etc. Enfin, moi, j'adore les ambiances comme ça.
Et donc là, pour le coup, celui-là, je l'ai adoré. Donc je vous le conseille énormément. Si vous aimez les livres un peu, voilà, creepy, les livres qui font un peu peur, dans des ambiances un peu, voilà, de brumeuses, forêt, mystérieux, etc. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et pour le coup, j'ai trouvé le scénario très original. Je peux vous dire que j'ai lu énormément de livres un peu d'horreur, d'enquête, etc. Et là, j'ai jamais lu quelque chose de similaire, donc vraiment très bien. Euh, donc en fait, on suit l'histoire de Black Spring, qui est une ville aux États-Unis. Sauf qu'en fait, les habitants, depuis des générations, quand on vit à Black Spring, on peut pas en sortir, parce qu'en fait, il y a une malédiction qui pèse sur la ville. En fait, il y a une sorcière qui hante cette ville, une sorcière aux yeux et à la bouche cousue, et elle hante cette ville, et en fait, dès que vous essayez de sortir de la ville, eh ben, vous avez des pensées, des pensées vraiment mauvaises qui fait que vous êtes obligé de retourner à Black Spring pour votre propre survie. Alors là, je spoil rien, hein, c'est marqué dans le résumé. Mais voilà, en fait, c'est une ville hantée par une sorcière depuis des années et des années. Et en fait, on a un groupe de jeunes qui va essayer de casser cette malédiction et de rendre leur liberté aux habitants de Black Spring. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais en tout cas, c'était vraiment une histoire passionnante. J'ai adoré lire ça. Voilà, toute cette histoire de malédiction, la sorcière, vraiment très glauque. Il y a des passages dans ce livre qui sont vraiment dérangeants. Alors après, moi, je vais vraiment passer pour une fille insensible, alors que pourtant c'est pas le cas. Mais ce livre, j'ai vu des commentaires dire qu'il faisait trop peur, que les gens n'arrivaient plus à dormir le soir, etc. Pour ma part, bah, je sais pas comment dire, mais j'ai pas eu peur. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment glauque, etc. Mais en fait, je pense que je suis vraiment insensible à ce niveau-là, en fait. Je pense que j'ai vu tellement de films d'horreur, tellement d'histoires d'horreur. Puis en plus, je suis une fan en fait de tout cet univers d'horreur, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas ressenti vraiment un sentiment de peur. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à ce genre-là, et si vous avez déjà un peu peur facilement en temps normal, par exemple devant un film d'horreur ou quoi, ce livre-là peut vous faire vraiment très peur. Ça, je pense que oui. Bon, par contre, moi qui suis inhabituée, honnêtement, j'ai pas eu peur. Ça m'a pas empêché de dormir la nuit. Mais il y a quand même deux trois passages où je me suis sentie pas très à l'aise, on va dire. Mais non, voilà, c'était vraiment très très bien. Vraiment, voilà, comme je l'ai déjà dit, très original. C'est une histoire qui change de ce qu'on a l'habitude de lire. Et j'ai trouvé que le scénario était très bien ficelé, très bien tourné. Les éléments s'enchaînent. Voilà, on se pose beaucoup de questions au début, et en fait, on a toutes les réponses à la fin. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et en parlant de la fin, je l'ai trouvée vraiment pas mal. Vraiment, la fin m'a mise, excusez-moi de l'expression, mais la fin m'a mise sur le cul, vraiment. Enfin voilà, non, moi j'ai vraiment très bien aimé. Je sais pas si ça a été adapté au cinéma ou en série, mais je pense que honnêtement il y a de quoi faire. Franchement, faire un film sur ce livre ou une série, ça pourrait être très très bien. Il y a vraiment de quoi faire et voilà. Et j'ai passé un très très bon moment de lecture. Je peux pas en parler beaucoup plus parce que sinon ça va vous spoiler. Mais honnêtement, vraiment très bonne histoire. Vraiment chapeau. Chapeau à l'auteur parce que c'était vraiment très très cool. Donc je vous le conseille vraiment si vous avez envie de frissonner un petit peu. On est encore, bon, Halloween est passé, mais on est encore dans la période un peu, voilà. Donc je vous le conseille vraiment. C'était vraiment très très cool et ça se lit vraiment très vite. Et donc pour finir avec les romans, j'ai lu Andromaque de Racine aux éditions Librio. Alors le livre n'est pas aussi épais qu'il n'y paraît, étant donné qu'il fait 90 pages, voilà. Et en fait, tout ça, à la fin, c'est un dossier pour les étudiants, avec des questions, etc., pour s'exercer, parce que je pense que ça, c'est une édition qui est achetée par les étudiants quand ils doivent étudier des œuvres dans le cadre de leurs études. Mais voilà, moi j'avais bien aimé la couverture, qu'en plus 2 euros, vraiment c'est donné. Et donc voilà, donc moi j'ai pas l'habitude de lire des pièces de théâtre, donc là ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. Je crois que la dernière que j'ai lue c'était Roméo et Juliette de Shakespeare,
quand j'étais au collège ou lycée. Non, lycée. Lycée, fin de lycée. J'en ai. Donc voilà, donc ça fait plus de 6 ans que je n'ai pas lu de pièces de théâtre, et donc là, pour le challenge, il fallait que j'en lise une. Donc je me suis lancée dans Andromaque, étant donné que j'adore la mythologie grecque, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion. Et donc, en fait, j'ai plutôt bien aimé. Alors après, concrètement, pour quelqu'un qui a pas l'habitude de lire des pièces de théâtre, j'ai trouvé que c'était assez difficile quand même. Mais voilà, c'était assez difficile à lire. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire ça. C'est écrit un peu. Enfin, c'est écrit en vers. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens français, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez lourd à lire pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Alors, après, petit aparté, euh, je. Je sais pas s'il y a que moi qui pense comme ça, mais je trouve que quand ils nous donnent des livres comme ça à lire quand on est au collège, enfin, je trouve que c'est pas du tout adapté parce que déjà là, en le lisant à l'heure actuelle, il y a des choses que j'ai eu du mal à comprendre par moment. Alors je me dis que quand on est au collège, bah en fait on comprend rien. Enfin, et je pense que c'est pour ça que les livres qui nous donnent parfois à lire au collège ne sont pas du tout adaptés à notre âge. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes au collège et lycée qui n'aiment pas lire. Parce qu'en fait, on leur fait lire des choses qui sont pas adaptées, je trouve. Et donc là, j'aurais lu ça au collège, mais je pense que j'aurais détesté en fait. Enfin, clairement, j'aurais rien compris. Et je me serais dit, putain, c'est nul quoi. Alors qu'en fait, en le lisant à un âge où on comprend quand même mieux les choses, et qu'on a plus de recul, et ben en fait c'est pas si mal. Donc moi c'est vraiment, voilà, le théâtre, etc. c'est pas ma tasse de thé, donc c'est pas un livre que j'ai adoré. Voilà, je suis pas assez connaisseuse dans le domaine pour dire que c'est une œuvre d'art, etc. Mais j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait là c'est l'histoire d'Andromaque qui est prisonnière de Pyrrhus, le roi des Pyres. Et ce Pyrrhus est fou amoureux d'elle. Mais le problème, c'est qu'il doit épouser Hermione, fille du roi de Sparte Ménélas. Et donc, Pyrrhus tente tout de même de séduire Andromaque, mais celle-ci souhaite rester fidèle à son défunt mari Hector, sauf que pour protéger son fils qu'elle a eu avec ce malheureux Hector, eh bien, elle va être contrainte d'accepter la demande en mariage de Pyrrhus, à contre-cœur. Sauf qu'Hermione, qui devait normalement se marier avec Pyrrhus, est jalouse et elle veut se venger d'Andromaque. Voilà, en gros le pitch. C'est très compliqué à résumer une pièce de théâtre en fait. Donc voilà. Mais c'était vraiment très bien. En fait, ce livre parle d'amour. Enfin, c'est vraiment le sujet central. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fait, ça parlait surtout des points négatifs de l'amour. Donc, c'est-à-dire la jalousie, la possession, la vengeance, etc. Et là, on est vraiment dans une pièce de théâtre, voilà, dramatique, fataliste. Et on voit vraiment de quoi sont capables certains humains par amour, euh, de quoi sont capables dans le mauvais sens. Parce que par amour, on peut être capable de beaucoup de choses, de très bonnes choses. Mais là, dans ce livre, en l'occurrence, c'est vraiment. On voit de quoi ils sont capables dans le pire des cas. Et donc voilà, on se rend compte qu'en fait l'amour, ça peut être très beau, c'est vraiment le plus beau sentiment qui existe, mais ça peut aussi être le pire quand les choses se passent mal. Et bon, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en attester. Et voilà, Racine, c'est un auteur vraiment qui parle d'amour, mais vraiment souvent au sens fataliste. Et donc là, ben, la pièce, comme vous pouvez vous en douter, ne finit pas bien. Voilà, donc je vais pas spoiler, mais voilà, ça se sent dès le début de toute façon qu'il va y avoir un drame. Et enfin, c'est une surprise pour personne de toute façon. Mais voilà, et Andromaque en tout cas, c'est difficile de vous parler de ce livre sans spoiler, mais tout ce que je peux dire c'est que Andromaque est une femme très intelligente, très maligne, et que qu'elle ne va pas se laisser faire, qu'elle va bien embobiner Pyrrhus, et Pyrrhus va tomber dans le panneau, bien évidemment.
Et voilà, Racine arrive à travers ce récit à nous montrer la faiblesse d'un homme ou d'une femme face à l'amour en fait. Et en fait, parfois quand on est amoureux, on n'est plus maître de nous-mêmes. Et en fait, ça nous pousse à faire des choses, mais totalement débiles en fait. Parce que après, avec du recul, quand on réfléchit, on se dit, mais purée, heureusement que j'ai pas fait ça, parce qu'en fait, ça aurait été nul. Puis ça m'aurait apporté quoi en fait? Rien. Rien à part des choses négatives. Et là, c'est exactement ce qui se passe en fait. On a envie de secouer Pyrrhus, de lui dire ouh, réveille-toi. On a envie de secouer Hermione, de lui dire ouh, réveille-toi, tu vas faire une connerie. Et finalement, ils finissent par faire la connerie. Et on se dit, mais en fait, vu d'un point de vue extérieur, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? Enfin, c'est tellement dommage en fait d'en arriver là pour une personne en fait. Sauf que bon, quand on est dedans, concrètement, les gens vont nous dire ouvre les yeux, c'est compliqué. Et là, j'ai trouvé que Racine arrivait parfaitement à nous montrer ce côté-là de l'amour. Donc voilà, donc bonne pièce de théâtre. Paradoxalement, c'était compliqué à lire, mais ça s'est lu très très vite. Avec les vers, en fait, ça apporte un rythme et du coup, ça s'enchaîne assez bien. Donc voilà, bonne pièce de théâtre. Pour finir, c'est le seul manga que j'ai à vous présenter, toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai lu The Promised Neverland, le tome 8. Donc là, pareil, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, sinon ça va vous spoiler, mais c'était un très bon tome. J'ai trouvé que là, on repart vraiment sur une bonne dynamique. Bon, j'ai toujours adoré les précédents tomes, pardon, mais ça faisait 2 tomes que je trouvais que c'était un peu pas que ça patinait, mais ouais, on pédalait un peu dans la semoule, si je puis dire. Et là, on repart vraiment sur une bonne dynamique de nouvelles révélations, beaucoup d'action. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter la suite. Bon, étant donné que là, avec le confinement, on n'a plus le droit d'aller acheter des livres. Bon, il y a toujours Internet, mais j'ai pas trop envie de donner mon argent à Amazon, etc. Après, je sais il y a plusieurs sites de libraires indépendants qui existent, donc je pense que je passerai par ce biais-là pour faire une petite commande. Et non, vraiment très 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 cool, très divertissant, et voilà, c'est vraiment un bon manga. Donc si vous avez envie de commencer un nouveau manga et que vous savez pas quoi faire, eh ben je vous conseille vraiment celui-là, parce que c'est vraiment, vraiment des beaux dessins, et une belle aventure. On a toujours envie de connaître la suite et là, clairement, dans ce tome-là, on apprend des choses. J'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite. Voilà. Donc, j'ai oublié de dire, c'était donc chez Kazé, et le scénario est de Kayu Shirai. Je suis désolée, vraiment. Vraiment désolée pour ce monsieur, pour la prononciation. Et au dessin, on a Posuka Demisu. Voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je vais m'arrêter là, mais voilà, très bon manga en tout cas. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Là, je pense que prochainement, je vais peut-être retourner un petit book haul parce que j'ai un peu recraqué. Voilà, je savais qu'on allait être reconfiné, donc je me suis dit, bon, je vais faire une petite réserve, même si j'en ai déjà une, voilà. Donc aucune excuse en fait. Mais voilà, je pense que bientôt, je vais vous retourner un petit book haul. Et un update lecture dès que j'aurai un minimum de livres lus. Mais là, je pense que ce mois-ci, je vais beaucoup lire, parce que vu le temps qu'il fait dehors et vu le confinement, j'aurai beaucoup plus de temps pour ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à commenter la vidéo. Voilà, si vous avez le temps, laissez un petit message. Que ce soit une critique positive, négative, tout ce que vous voulez, tant que ça peut me faire améliorer la chaîne. Et voilà. Et je m'excuse aussi pour la luminosité, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais la luminosité risque de pas être super bien, étant donné qu'il fait mauvais dehors et que j'ai allumé mon éclairage, mais clairement, c'est comme s'il était pas là. Donc voilà, je m'excuse, et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!